En 1982, Ridley Scott a déjà réalisé 2 films qui l'ont fait vraiment remarquer. Le premier film qui s'appelle Les Duellistes, qui est un film historique, un peu dans la veine de Barry Lyndon, et puis surtout Alien, un grand film de science-fiction. Donc ça devient un réalisateur, donc c'est un réalisateur britannique qui devient très prisé. Il s'engage sur le projet d'adaptation de Dune. Et la pré-production est extrêmement longue parce que c'est un film qui nécessite énormément d'effets visuels, une très grande préparation, notamment d'écriture. Et il a écho d'un projet d'adaptation d'un roman de Philip K. Dick qui s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui est paru en 1968 et qui intéresse pas mal les studios. Philip K. Dick, qui est un auteur de science-fiction maintenant très renommé, qui à l'époque a un petit peu plus de mal à se faire connaître et qui depuis a été adapté à de nombreuses reprises, a refusé un certain nombre de projets, notamment parce que les studios lui demandent de renoncer complètement à son roman au profit de la novélisation du scénario. Hampton Fancher, un scénariste et acteur, acquiert les droits en 1977. Il écrit un premier scénario qui s'appelle Dangerous Days et il essaye de le monter lui-même, mais il n'y parvient pas. Et au bout d'un moment, Ridley Scott en a assez de la longueur de la pré-production de Dune, l'abandonne au profit de David Lynch, qui se plantera dans les grandes largeurs sur ce film, et il va donc rejoindre ce projet d'adaptation. Il fait entièrement réécrire le scénario donc de Fancher, qui va le céder à David Peoples, qui sera le scénariste aussi d'Impitoyable, qu'on a eu l'occasion de voir ici. Et donc il va y avoir un très grand travail de réécriture dans lequel Ridley Scott lui-même va être impliqué. Et il faut d'ailleurs noter que Ridley Scott n'a jamais lu le livre de Philip K. Dick. Il s'en est tenu à la première version du scénario qui a été assez épurée et dans lequel il ajoute certaines notions. On change les mots un peu trop connus dans le milieu de la science-fiction, d'androïde par exemple. On trouve l'appellation de réplicant, ça vient du vocabulaire de la biochimie. On emprunte aussi ce terme de Blade Runner qui vient d'autres sources. Et ils arrivent comme ça à une version qui leur plaît et ils arrivent à trouver des producteurs. C'est pas une mince affaire parce que le budget est un petit peu conséquent et on n'est pas totalement sûr de ce projet-là parce qu'on sent que le potentiel n'est pas vraiment celui d'un blockbuster. Je vous rappelle que Star Wars est sorti en 1977, donc on commence à apercevoir tout ce que la science-fiction peut engranger comme recette. On sent que ce film va être un petit peu atypique tout de même. Des producteurs s'engagent et font signer une clause comme quoi si le budget est dépassé, c'est vraiment eux qui reprendront les droits sur toute la finalisation du film. Donc le film rentre en tournage. Le fait que Harrison Ford soit attaché au projet va évidemment lui permettre d'obtenir des financements puisque Harrison Ford sort de Star Wars justement et l'année d'avant du premier volet d'Indiana Jones. Et Spielberg recommande vivement Harrison Ford et l'acteur est en train de chercher un rôle un petit peu plus dramatique qui lui permette de sortir justement de ces rôles très grand public. Donc ça lui correspond parfaitement. Pour ce qui est du personnage qui joue Roy Batty, Rutger Hauer, c'est donc un acteur néerlandais. Il est engagé sans avoir jamais été rencontré par Ridley Scott, qui a vu les films de Paul Verhoeven, dans lesquels Rutger Hauer joue un très grand nombre de films. Et ils ont tout de suite compris que physiquement, il incarnait parfaitement cet idéal-là. Et Philip K. Dick lui-même trouve que c'est un choix parfait et qu'il correspond parfaitement à cette espèce de fantasme de perfection physique avec un côté arien et un peu effrayant qui va parfaitement dans le rôle. Donc le film se monte, le tournage va être assez compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que Ridley Scott, donc réalisateur britannique qui vient du milieu de la publicité, qui est arrivé assez tard au cinéma, il a une quarantaine d'années quand il commence à se consacrer au cinéma, et quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et qui a l'habitude de tout superviser, sur le domaine notamment artistique et visuel. Et là, il se retrouve dans un milieu hollywoodien où les tâches sont très séparées, un domaine très syndiqué, et il va avoir un peu du mal à s'adapter à ce milieu. Il va être considéré comme une sorte de tyran. C'est un réalisateur extrêmement exigeant qui fait souvent une dizaine de prises, et ce qui fait que il va y avoir un certain nombre de tensions. Il ne donne quasiment aucune indication à Harrison Ford, considérant que c'est un acteur chevronné. Harrison Ford le prend assez mal, d'ailleurs, il s'occupe beaucoup plus des
des rôles féminins qui sont assez importants. Il donne beaucoup plus de, il y a beaucoup plus de dialogue avec les femmes qu'avec Harrison Ford. Et il va assez mal vivre ce tournage, qui sera un tournage très physique pour lui. Hein. Il tourne quasiment tout le temps de nuit, dans la brume, dans la pluie. C'est un tournage assez physique et pour lequel le perfectionnisme de Ridley Scott va engranger forcément des budgets qui sont de plus en plus conséquents et une course contre la montre pour le finir dans les temps. Donc les rapports avec l'équipe sont un petit peu difficiles et il le termine vraiment un peu dans l'urgence. Le dernier plan, d'ailleurs, l'un des derniers plans, lorsqu'on voit la colombe qui s'envole, il a été retouché dans l'une des dernières versions et en fait c'est parmi les derniers plans qui tournent et il fallait à tout prix qu'il fasse encore nuit et en fait on voyait dans la première version qu'il commençait vraiment à faire jour, que le jour commençait à poindre mais il fallait absolument qu'ils n'avaient plus l'autorisation de tourner après. Au niveau des effets visuels, il y a évidemment un travail absolument gigantesque, hein, c'est vraiment un travail d'équipe. L'un des principaux collaborateurs de Ridley Scott sur l'équipe, sur ce tournage, ça va être Douglas Trumbull, qui est déjà très connu. C'est lui qui a fait une partie des effets visuels de 2001, l'Odyssée de l'espace, qu'on a vu récemment. Toute cette fameuse séquence de la Porte des Étoiles, hein, c'est 10 minutes de trip, on les doit à Douglas Trumbull. C'est aussi lui qui a fait tout le travail des lumières sur Rencontre du troisième type en 1977 de Steven Spielberg. Donc, et c'est à lui qu'on va confier la charge de créer ce Los Angeles de 2019. Donc ils vont travailler sur le plateau de Burbank, qui est un plateau extrêmement intéressant, puisque c'est une ville préexistante. Le plateau a été construit en 1929, et sur cette ville ancienne, ils vont greffer des tuyauteries, des éléments nouveaux, beaucoup de néons, énormément de lumière, et pour avoir un mélange qui est vraiment voulu. Hein. Et si on regarde d'ailleurs le travail sur les décors qu'il y a dans Alien, de Ridley Scott, on voit que ça prépare un petit peu ce que sera le Los Angeles, cette ville. C'est-à-dire qu'on a vraiment un travail assez organique, des tuyauteries qui courent partout, et un milieu décati, un rouillé, qui transpire un certain vécu. Et donc le Nostromo, le vaisseau d'Alien, devient une espèce de ville gigantesque. Donc comme je vous le disais en préambule, tout est un travail de maquette. Hein, il y a les matte painting aussi, hein, tous les fonds qui sont peints avec un travail sur plusieurs niveaux pour donner l'illusion de la profondeur, de très grandes maquettes qui sont construites, notamment la Tyrell Company, hein, cette espèce de temple inca là, et ça demande un travail évidemment colossal à toutes les équipes des effets visuels. Et Ridley Scott, c'est exactement ce dont il a envie, et il y a notamment un tableau extrêmement connu, le Nighthawks de Edward Hopper, les oiseaux de nuit, hein, cette fameuse place, hein, dans une ville nocturne, qu'il brandit souvent à l'équipe en disant qu'il veut ce type d'ambiance au point de vue des lumières, au point de vue des couleurs, et qui donne aussi un cachet particulier au film. Le fameux monologue, hein, des larmes dans la pluie qui achève le film est une scène qui est devenue culte par la suite et qui a été largement improvisée en fait par le comédien. Le monologue était beaucoup plus long à l'origine et c'est lui qui a proposé de le raccourcir, et les dernières parties, les dernières lignes de dialogue sont venues assez spontanément. Il les a réécrites et c'est un moment justement de vérité qui n'était pas exactement prévu à l'écriture et qui participe un petit peu à la légende du film. Il n'en demeure pas moins que le budget est dépassé. On avait initialement 38 plans à effets spéciaux pour un budget d'à peu près 2 millions de dollars. Ils en ont finalement 90, on monte à presque 4 millions de dollars sur ce seul budget-là. Et donc la production reprend ses droits. Elle va virer Ridley Scott, qui a quand même eu le temps de terminer la phase de tournage, mais qui est évincé de toute la finalisation du montage. Et les premières projections tests sont assez désastreuses. Le public est complètement déconcerté par toute cette atmosphère très sombre, très lente, très mélancolique. Et pour essayer de sauver les meubles, les studios vont vraiment modifier le film. C'est pas la version que vous voyez là. Donc la version qui sort en 1982, il y a d'abord l'ajout d'une voix off pendant la quasi-totalité du film, qui va être beaucoup plus explicite, qui va contribuer à humaniser aussi le personnage, créer une sorte de complicité avec le spectateur. Et puis surtout, on va ajouter une fin dans laquelle on va voir Rachel et Descartes qui roulent dans la nature
et on a vraiment une happy end avec une voix off qui explique que finalement tout finit bien, et c'est très bien comme ça. Avec des plans d'ailleurs d'hélicoptères sur la nature qui sont empruntés, puisque c'est Warner qui produit à la fois le film de Ridley Scott et qui a produit Shining, tourné en 1980, et donc dans les chutes de studio, dans les rushs du film de Stanley Kubrick, vous savez, ce fameux prologue vu d'hélicoptère, on trouve des chutes qui conviennent bien, et donc qui sont réintégrées au film de Ridley Scott pour ce final ajouté. Ça n'empêche pas le film de déconcerter tout de même le public. Le succès est assez mitigé. Les critiques trouvent que visuellement il est splendide, mais qu'il est assez confus au point de vue du scénario. Et le film prend pas exactement. Il est face, comme je vous l'avais dit, à E.T. cet été-là, qui va casser complètement le box-office et va attirer tous les spectateurs, et qui est plus dans l'air du temps en matière justement d'une science-fiction qui serait du côté du merveilleux, alors que là on est dans un autre esprit plus sombre que le public n'est pas prêt à accueillir. Mais l'une des chances de Blade Runner, c'est de sortir au même moment que l'émergence du marché de la vidéo. Ce qui fait que très rapidement, le film va être vu et revu et devenir vraiment culte auprès des spectateurs, parce qu'ils ont la possibilité très rapidement de le voir, et puis de le voir surtout autant qu'ils veulent, ne pas attendre simplement des diffusions télé. Et en 1992, on décide de rééditer le film. Alors il y a une histoire assez compliquée où le film, dans des archives, on va trouver une version 70 mm du film qui est projetée sans savoir qu'en réalité c'est la version d'avant les modifications. Et donc on se rend compte que le film n'a pas été monté de la même manière originellement. Il est d'abord appelé le Director's Cut. Ridley Scott y est vaguement associé, mais ils ne font pas le travail qu'ils voudraient totalement. Mais en tout cas, très rapidement, il y a un engouement qui se fait par rapport à cette version. Et le film va être reproché dans un certain nombre de salles, dans une version qui correspond beaucoup plus à celle que voulait Ridley Scott. Et c'est en 2007, c'est la version que vous voyez ce soir, donc The Final Cut, donc pour le 25e anniversaire du film, que sort une version dite définitive, à laquelle Ridley Scott a vraiment été associé, dans lequel il y a un travail de restauration de l'image, et puis surtout justement d'étalonnage qui soit parfait au niveau du son, et on enlève toute la voix off, on remet la fin initiale, c'est-à-dire simplement cette fermeture sur les portes d'ascenseur, et on ajoute aussi cette petite origami de la licorne qui va évidemment donner un sens complètement différent à la fin du film. On en reparlera un petit peu plus tard. Et là, avec notamment cette réédition, le film connaît un regain de succès, et il est depuis vraiment dans tous les classements des meilleurs films de science-fiction, très souvent juste après 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, dernière chose concernant sa réception, Philippe Cadic, vous avez vu à la fin du générique que le film lui est dédié. Philippe Cadic a vu quelques morceaux du film et il a été extrêmement enthousiaste. La version finale du scénario lui a vraiment plu. Et c'était quelqu'un d'extrêmement exigeant, et il sait qu'elle est très différente de son roman, mais il la considère comme un complément parfait. Il n'aura malheureusement pas l'occasion de voir le film, puisqu'il meurt au mois de mars, alors que le film sort l'été suivant, et donc il ne verra jamais le film terminé. Donc la première chose qu'on peut dire en termes un petit peu d'analyse sur le film, c'est qu'évidemment on est face à un film de science-fiction, et un film qui donne à voir un monde qu'on pourrait qualifier dystopique. C'est l'imaginaire d'un 2019 qui s'inspire beaucoup d'un des films fondateurs de la science-fiction, qui est le Metropolis de Fritz Lang, avec cette même idée d'une ville dans laquelle les élites vivent en haut, et puis la population grouille en bas dans une forme d'esclavage et d'aliénation. Et sur le plan visuel, il y a aussi une grande inspiration qui est celle du travail de Möbius et de Métal Hurlant, toute cette bande dessinée française notamment, qui va beaucoup influencer tous les designers du film. Et donc on imagine un monde du futur dans lequel finalement les gens, un monde totalement déshumanisé,
une nuit permanente, une ville qui aurait gangréné à peu près tout. On n'a pas un seul plan de nature, on ne voit aucun plan de jour, et une espèce de mégalopole qui, dans la séquence d'ouverture, a l'air d'une espèce d'ouverture sur les enfers avec des explosions continues. Et un monde nocturne dans lequel on a une publicité massive permanente. Là aussi, le placement de produits il est aussi conscient de la part de l'équipe, puisque un grand nombre de marques, évidemment, ont payé pour être présentes. Il y a d'ailleurs un grand nombre de marques qui n'existent plus aujourd'hui, c'est assez amusant. Et il y a aussi un travail sur cette lumière, à la fois des villes dans lesquelles tous les gens qui sont dans les rues en bas ont l'air d'être des espèces de solitudes qui ne communiquent jamais entre elles, et même dans l'intimité. L'intimité n'existe pas dans la mesure où on a à la fois un aspect claustrophobe qu'on trouve à la fois dans les rues, puisqu'on ne voit jamais le ciel, vous avez des parois partout, et dans les intérieurs, vous avez aussi ces lumières balayantes comme ça, qui ont l'air d'être des espèces de... comme les projecteurs qu'on peut avoir dans les centres pénitentiaires ou dans les camps d'emprisonnement, et donc une impossibilité d'avoir une réelle intimité. Donc vraiment une vision extrêmement angoissante de ce que pourrait être le futur. Mais l'autre élément qui contribue beaucoup à ce que ce film fasse date dans la science-fiction, c'est justement l'emprunt qu'il fait à d'autres genres cinématographiques. Quand il en fait la promotion dans les années 80, donc à sa sortie, Ridley Scott dit on a fait un film qui se passe dans 40 ans et on l'a réalisé avec l'esthétique d'un film d'il y a 40 ans. Et effectivement, la grande influence de Blade Runner, c'est le film noir, les années 40, notamment ce tableau d'Edward Hopper qui date de pile 40 ans avant, à savoir 1942. Et on a un emprunt à toute cette mythologie d'Hollywood avec des motifs extrêmement classiques. Vous avez le personnage du détective, un être torturé qui abuse de la boisson. Vous avez une enquête qu'on lui confie qui au départ est censée être une enquête banale et puis qui très vite va prendre des proportions importantes. Vous avez le personnage qui est censé avoir raccroché et qui est obligé de faire une mission supplémentaire. La femme fatale, évidemment, et puis aussi cette distinction de la ville entre les élites et le détective qui fait un petit peu l'intermédiaire entre justement le bas peuple et puis ces hautes élites qui se mettent un petit peu en danger, et des découvertes très importantes. Donc ce film noir, il va irriguer complètement l'élément futuriste, et donc on va avoir une communication entre plusieurs époques qui se retrouve évidemment dans l'esthétique. Avec l'architecture, on le voit, on a un mélange complètement disparate d'architecture, on a de l'architecture Renaissance, baroque, Art Nouveau, Art déco, et puis des éléments très futuristes qui forment un maelstrom. On le voit aussi évidemment sur les costumes. Rachel, c'est la femme fatale des années 40, et puis à côté, les autres personnages peuvent avoir un look beaucoup plus punk des années 80. Vous avez aussi évidemment une espèce de Babylone avec toutes les nations qui sont représentées. À un coin de rue, on a des musiques orientales, puis l'Asie, etc. On va vraiment dans tous les sens en permanence. Donc cette espèce d'effervescence crée un mélange continu, à la fois international, mais aussi atemporel, et un futur qui finalement, même si aujourd'hui on est en 2019 et on voit bien que ça n'a strictement rien à voir, c'est un futur qui tient encore la route parce que justement, ce mélange des genres lui donne une forme d'atemporalité et une fable philosophique assez universelle. Et cet aspect visionnaire, il est parfaitement assumé, puisque Ridley Scott, il y a un thème majeur dans le film, c'est justement tout ce qui a trait au regard et à la vision. On le voit à travers le motif de l'œil, qu'on voit pendant tout le film, la rétine qui ouvre le premier plan. Vous voyez cette iris turquoise avec les flammes oranges qui s'y reflètent. Évidemment, le fait qu'il faille faire des tests en regardant la rétine des réplicants. On voit à plusieurs moments l'éclat rouge, à la fois sur la chouette et puis les différents réplicants pour prouver qu'ils le sont. Et le fait d'avoir enlevé la voix off rend beaucoup plus attentif à tout ce qui a trait à l'image. Et ça, quand on revoit la version de 82, on se rend compte qu'effectivement la voix off va occulter l'attention qu'on peut porter à l'image et aussi à toute la texture sonore, parce qu'il y a un très grand travail sur les bruitages dans le film et sur tout le design sonore.
Et donc ce regard-là est un élément central. C'est aussi évidemment l'élément de Tyrell, le créateur, le fameux créateur, avec ses lunettes extrêmement épaisses, et le fait qu'il soit puni par le regard, le fait qu'on aille voir le designer des yeux, c'est un thème qu'on retrouve partout. L'enquête elle-même va passer par une analyse de l'image, un peu obsessionnelle, où on va trouver derrière l'image des éléments de l'arrière-plan qu'on n'avait pas pu voir par nous-mêmes et qui vont donner des indices, de la même façon que l'analyse microscopique d'une petite écaille permet d'accéder à des informations supplémentaires. Et parallèlement, vous avez aussi des images mensongères, puisque les images dans lesquelles se réfugient les réplicants, ces photographies notamment, sont des souvenirs qui ont été implémentés, et même des séquences, des séquences filmiques, si vous voulez, qui leur donnent l'illusion d'avoir eu un passé. Et il y a aussi tout ce travail sur ce que serait que l'image mouvante. Et un dernier élément, le fait d'avoir vu, c'est le fait d'avoir vécu. À 2 reprises, Bati dit, voilà, si seulement vous aviez pu voir ce que j'ai vu, il le dit au créateur des yeux, et puis il le dira aussi dans son monologue final, juste avant de mourir. Faire le bilan de sa vie, c'est dire ce qu'il a pu voir. La thématique, donc, qui surgit à travers la question des réplicants, c'est évidemment celle propre au film de science-fiction, qui est celle de ce à quoi peut aboutir les avancées, ce à quoi peuvent aboutir les avancées technologiques. Les réplicants, on le voit, sont des êtres qui ne savent pas au départ qu'ils le sont, en tout cas c'est le cas de Rachel, et lorsqu'ils l'ont découvert, vont devoir se poser la question de leur identité, et une fois qu'ils l'auront découvert, se poser la question de la durée de vie qu'est la leur. Et donc elle le dit clairement, je pense, donc je suis, le fait d'avoir mis en place une réflexion sur qui ils sont, vont déterminer le fait que, eh bien, ils existent. Prise dit, I think therefore I am, je pense donc je suis, qui est évidemment la phrase de Descartes. Ce n'est pas pour rien que Descartes s'appelle Descartes, c'est clairement une référence à René Descartes et à ce principe même de qu'est-ce que c'est qu'être, qu'est-ce que c'est qu'avoir une conscience. Et donc toutes les questions en réalité que se posent les réplicants sont les questions qui sont celles de la condition humaine. Je commence par prendre conscience que je suis une personne, et à partir du moment où j'ai conscience que je suis une personne, je prends conscience que je suis éphémère et que je vais devoir, pour paraphraser Montaigne, apprendre à mourir. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Et tout Blade Runner est une grande fable philosophique sur le fait de devoir apprendre à mourir. Et c'est là que justement on va atteindre un nouveau stade qui fait que le film a une profondeur qui dépasse largement celle d'un simple film de science-fiction et qui justifie sa lenteur, qui justifie la grande mélancolie, la grande noirceur du film, c'est que les personnages se retrouvent en prise avec des questions fondamentales et les réplicants vont finalement être un miroir de la condition humaine. Lorsque les réplicants prennent conscience de leur mortalité, ils veulent à tout prix, évidemment, retrouver leur créateur. Et on a toute cette dimension religieuse, Bati qui retrouve son père et qui va lui demander, évidemment, s'il est possible de corriger cette imperfection que serait la mortalité. Il y a tout un vocabulaire qui est extrêmement religieux. Ils viennent des off-world, ils sont des anges déchus de la création, et là évidemment toute la thématique de la technologie invoque des grands mythes qui sont ceux du golem ou de la créature de Frankenstein, l'homme qui aurait joué à être Dieu et qui se retrouve confronté à une création qui lui échappe et qui a outrepassé, si vous voulez, ses droits. Et donc les thématiques religieuses, on va les retrouver à peu près partout dans le film. Vous avez cette thématique de Dieu le Père, et vous avez des citations qui sont claires. Vous avez le serpent avec la femme tentatrice. Vous avez, lorsque Zora est au sol, on a vraiment le sentiment qu'on lui a coupé des ailes au niveau
au niveau des plaies qu'elle a sur les omoplates. Et donc, on joue beaucoup avec toute cette imagerie jusqu'à, évidemment, la représentation de Bati en une sorte de Christ, hein, avec voilà, les blessures aux mains, et puis cette empathie qu'il a finalement par rapport à Descartes. Et l'intérêt, évidemment, c'est dans cette question philosophique, se poser la question de qui on est quand on est un répliquant, c'est surtout se demander si on est un être humain ou pas, et par extension, qu'est-ce que veut dire le fait d'être un être humain? Qu'est-ce qui définit un être humain? D'où la question finale, qui a posé beaucoup de problèmes de lecture durant des décennies, sur Descartes, est-il un répliquant ou non? En 1982, on a tout fait pour gommer cette possibilité-là. L'élément final, la fuite finale avec Rachel faisait clairement de lui un humain. On avait envie qu'Harrison Ford soit quelqu'un qui soit en compatibilité, en complicité avec le public, et la voix off y aidait. Au fur et à mesure des versions, on déshumanise de plus en plus. Et Ridley Scott a toujours voulu ça. Il ajoute notamment, vous avez vu qu'il y a une scène où il y a un éclat rouge dans les yeux, hein, du personnage d'Harrison Ford. Ça a été ajouté en 2007. Tout comme cet origami de licorne, hein, qui explique que si Gaff donc, a la possibilité de faire cet origami avec une licorne, ça veut dire qu'il a eu accès au rêve de Descartes. Vous vous souvenez de cette licorne qui galope? Auquel cas, ça voudrait dire que c'est un rêve qui lui a été dicté, de la même façon que Descartes était capable de dire à Rachel de quoi elle rêvait secrètement. Et donc ça impliquerait qu'il ne soit finalement qu'un répliquant. Il y a eu beaucoup de résistance. Harrison Ford lui-même n'aime pas cette idée. Hein. Donc Harrison Ford n'a pas aimé tourner ce film. Harrison Ford a détesté être obligé d'enregistrer la voix off ensuite. Et il n'a pas aimé non plus les nouvelles versions du film. Et une certaine partie du public déteste l'idée que Descartes puisse être considéré comme un répliquant. Harrison Ford a définitivement crevé l'abcès en expliquant que pour lui c'était un répliquant, et pour ceux qui auraient vu la suite en 2017 de Denis Villeneuve, donc Blade Runner 2049, la question ne se pose plus, hein, Descartes est un répliquant. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette question-là, en est-il un ou pas, est finalement pas ce qu'il y a de plus pertinent. Et cette espèce de twist possible à la fin du film, c'est pas là la question essentielle. La question essentielle, c'est justement la porosité de séparation entre les répliquants et les êtres humains. On le voit au départ, hein, le fameux test de Voight-Kampff, il permet de déterminer si un répliquant est un répliquant à partir du moment où on arrive à définir son manque d'empathie, hein, d'où les questions sur les animaux, etc., et la souffrance qu'il pourrait endurer. On rejoint hein, ici toutes les thèses de Descartes, à savoir que les animaux n'ont pas d'âme, les animaux n'ont pas de conscience. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les êtres humains sont ceux qui ont probablement le moins d'empathie dans le monde de Blade Runner. Et notamment ce personnage de Descartes qui, assez passivement, on lui dit tu dois le faire, il le fait, et il exécute froidement, hein, même si on nous donne toujours la possibilité d'imaginer que ce serait en légitime défense, c'est un exécuteur, et il exécute un à un les proies. Et il est un chasseur face à des proies, et de la même façon, les répliquants sont eux-mêmes des chasseurs face à certaines proies, et les rôles s'inversent. Et de la même façon que Descartes est totalement incapable de lui s'imaginer être un répliquant, les répliquants, eux, sont en mesure de s'imaginer être des hommes. Et les répliquants apprennent, c'est l'un des stades de leur évolution, l'empathie et les sentiments. Et on voit progressivement le personnage de Roy Batty s'initier aux émotions, d'abord par solidarité avec les siens, par volonté aussi de liberté, puisqu'ils ont été des esclaves et ils aspirent à s'affranchir, et alors que Descartes semble enfermé la plupart du temps dans un schéma et incapable d'avoir une réelle humanité. Et donc on a des personnages qui se croisent, si vous voulez, et une humanité qui semble être dans un enfer, et d'ailleurs il semblerait que rester sur Terre, c'est une sorte de punition, hein. Celui qui est malade n'a pas pu y aller parce qu'il n'a pas passé le test médical, et ceux qui redescendent des off-world viennent pour retrouver leur créateur et éventuellement gagner quelques années de plus pour retourner dans un monde qui mériterait d'être vu. Et donc ce qui reste des personnages, c'est donc une évolution et une humanité que découvrent les répliquants, et un humain qui, lui, va découvrir le fait qu'il serait probablement répliquant.
Et c'est dans ce doute-là que se loge véritablement leur identité. Et donc le doute cartésien, on y revient. La question, c'est justement d'essayer d'agir. À partir du moment où on se retrouve dans une phase de doute, la question est non plus de définir finalement qui on est, mais comment on va agir. Batty décide à la fin de sauver Descartes et d'avoir un geste juste avant de mourir qui fait de lui un humain. Et il a appris à mourir. Descartes, lui, quand bien même il prend conscience qu'il est un répliquant, décide tout de même de partir avec une femme qui elle-même a un temps très limité de vie. Et le fait qu'il décide tout de même d'agir, c'est ce qui fait des personnes qui vont mettre en place une réelle existence. Si vous voulez, là, pour rester dans la philosophie, on passerait de la philosophie de Descartes à l'existentialisme. On se définit par nos actes. Et ce qui reste, c'est cette façon de justement décider de tout de même faire quelque chose en dépit de notre mortalité. Et le très beau monologue final de Roy Batty s'inscrit là-dedans, dans l'idée que finalement, il a vu des choses, il a vécu des choses, et Descartes va continuer à vivre en dehors du récit du film. On ne sait pas dans quelles conditions, du moins quand le film sort en 82. Et ce qui compte, c'est le fait d'avoir essayé de faire quelque chose. Et même si c'est un film, même si c'est dans un monde brumeux, obscur, dans lequel tout s'étiole, dans lequel tout s'efface, comme les fameuses larmes dans la pluie, ces personnages-là auront existé. Et le fait, dans le doute, d'avoir tout de même agi, c'est ce qui fait d'eux des êtres pensants et des êtres sensibles. Et c'est sur cette idée-là que s'achève cette grande parabole philosophique sur ce que c'est que la vie humaine, ce que c'est que l'identité, comment prendre conscience de la mort et vivre tout de même. Merci de votre attention. On termine dans 3 semaines donc, notre cycle sur la science-fiction. Donc dans la semaine du 4 au 8 février, on n'a pas encore arrêté la date. Et on ira cette fois en 2027, donc dans un film d'Alfonso Cuarón, le réalisateur de Gravity et de Roma plus récemment, pour donc Les Fils de l'Homme, un très beau film qui lui aussi ouvre à pas mal de questions philosophiques sur ce que c'est que le monde dans un futur dystopique. À bientôt.